la chance d'avoir un temps écourté et donc de ne pas devoir faire d'aussi brillantes synthèses partielles et totales que Mohamed tout à l'heure. Alors, vous avez vu que le programme est organisé autour de 3 thèmes. Nous avons eu de nombreuses contributions centrées soit plutôt sur la question de l'enseignement des sciences, soit plutôt sur l'éducation au développement durable, soit joignant les deux. Nous avons néanmoins essayé de faire 3 thématiques. Une thématique ce matin, parce qu'il y avait quelques erreurs dans le montage de la diapo qu'il y avait derrière Mohamed Miled, de faire ce matin quelque chose plutôt centré sur les curriculums, de faire sur ce thème 2 quelque chose plutôt centré sur les pratiques pédagogiques, et de faire demain sur le thème 3 des choses plutôt centrées sur les outils. Mais comme on l'a bien vu, c'est très difficile de séparer tout ça, de séparer curriculum, pratique et outils. Et puis, bon, vous allez voir que les regroupements sont finalement assez hétérogènes, ce qui donne une certaine richesse. Et par contre, vous avez le titre, mon nom, et le résumé qui est sur votre document. Alors, sur votre document, vous avez vu que vous aurez comme intervenant Elikant Rakatolovun. Excusez-moi, madame. Je n'ai pas de la seule que je veux. Le professeur Julie Kalena Aladen, c'est vous. Monsieur Moussa Gedj Dabar, qui nous vient du centre de formation des enseignants, de Djibouti, dont il est directeur adjoint. Voilà, je sais beaucoup de choses sur sa biographie. Et ensuite, Romain Cogne, qui nous vient de Madagascar et qui nous parlera du projet Planète Éducation. Et de madame le professeur Orléans Gomo, qui nous parlera elle donnera son titre, il est long, et je dois faire court. C'est une chance que je dois faire court, et j'avais prévu de faire le pont un peu entre les 2 introductions de ce matin. Celle faite par Jacques Marchand, qui s'appuyait sur les textes publiés par l'UNESCO en particulier, et j'ai pu aussi consulter les textes mis en ligne, mais pas les plus récents, c'était il y a quelques semaines, mis en ligne par l'UNESCO. Et j'avais trouvé dans la feuille de route de l'UNESCO pour 2030 5 domaines d'action prioritaires. Et parmi ces 5 domaines d'action prioritaires, j'en avais repéré 2 qui ne sont pas indépendants des autres, qui étaient autonomiser et mobiliser les jeunes. Et un second que je retiens en ce moment, accélérer l'action à l'échelle locale. J'avais repéré ces 2 thèmes qui peuvent être bien évidemment liés à d'autres. Et toujours dans un autre document, dans le référentiel de compétences en matière de durabilité de l'UNESCO, parmi les compétences retenues, j'en retiendrai 3. La compétence sur le plan de la collaboration, qui fait un peu écho aux autres thèmes d'action prioritaire. La compétence sur le plan de la réflexion critique, ça a été évoqué ce matin d'ailleurs, et la compétence sur le plan de la résolution intégrée des problèmes. Des problèmes, pas la pédagogie par solution. Et pour faire écho à une deuxième intervention de ce matin, et j'en aurai bientôt fini, pour faire écho à une deuxième intervention de ce matin, celle de Patrick Charland qui énumérait problèmes, projets, audit, forum, cas, enquête, documentaire, je dirais plutôt réalisation de documentaire. Et en écartant l'approche par solution, je pense qu'il y a un pont à faire entre cette première partie et cette deuxième partie. Et l'objet de ce deuxième thème était de plutôt centrer justement sur les pratiques pédagogiques, et en particulier celles liées à des projets, que ce soit des projets impulsés par en haut, et on en a vu dès ce matin, ou que ce soit des projets qui viennent des écoles, des établissements. Voilà, donc je pense qu'il est important de laisser la parole. Nous commençons avec quelques retards sur l'horaire, donc je pense qu'il est important de laisser la parole tout de suite à Elikant, qui va dire elle-même son titre, et ça nous fera gagner quelques précieuses minutes pour le contenu des interventions. Je vais vous enlever mon ordinateur.
Merci Jean-Pierre pour cette prise en main très claire et succincte. Ilkan Trakoutfouloula, directrice en charge des curricula et de la recherche pédagogique au sein du ministère de l'Éducation nationale, point focal à prendre à Madagascar. Comme il a été défini dans notre agenda, ma part d'intervention porte sur l'intitulé Redéfinir le curriculum pour promouvoir l'éducation au développement durable dans les écoles malagasy. Donc pour vous expliquer comment est-ce qu'on a intégré cette thématique du développement durable dans notre curriculum, je vais présenter en quelques minutes les étapes qu'on a suivies et quelles sont par la suite les perspectives et comment est-ce qu'on a intégré cela dans nos nouveaux programmes. Slide suivant. Au départ, nous avons eu un cadre issu du WWF en 2014 qui nous délimitait la vision de l'EDD, comme quoi les citoyens et des citoyennes solidaires fiers d'être malagasy, respectant les richesses naturelles et les valeurs culturelles de Madagascar, ayant le sens du bien commun, responsables et aptes à agir individuellement et collectivement pour le changement et la transformation de leur milieu, dans la recherche du bien-être et d'une qualité de vie meilleure pour toutes les générations. Telle était la vision du ministère en 2014 pour commencer à cadrer l'intégration de la thématique EDD dans notre curriculum. Comme nous le savons tous, l'EDD a pour vocation de former une population adoptant les valeurs suivantes, la citoyenneté, l'autonomie, la responsabilité, la tolérance, l'altruisme, la solidarité, la justice et l'équité, le respect de toute vie. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais ce sont les valeurs les plus pertinentes que nous avons choisi à développer dans notre curriculum pour répondre aux 3 piliers de l'EDD relatifs à la société, à l'économie et à l'environnement, mais il y a aussi une 4e dimension qui porte sur la culture que nous avons ajoutée à ces 3 piliers-là dans notre curriculum. Le cadre du WWF en 2014, le ministère, l'année dernière, a mis en application une nouvelle loi d'orientation du système éducatif malgache, la LOSEM, qui, dans ses articles 13, 20 et 92, mettait en relief cette thématique de l'EDD. Il y a donc l'article 13 qui nous stipule que l'action éducative doit s'accorder à tous les niveaux avec les impératifs du développement économique, social et culturel, tel que je l'ai dit tout à l'heure, ainsi que du développement durable du pays. Dans son article 20, le système éducatif a pour mission de mettre à disposition une offre éducative tenant du concept du développement durable. Et dans son article 92, nous avons stipulé que l'éducation à la citoyenneté et au civisme a pour composante l'éducation relative au développement durable et à l'environnement. Ces 3 articles-là sont celles qui nous conduisent donc dans notre nouvelle réforme vers l'intégration de la thématique du développement durable dans notre nouveau curriculum. Concernant ce nouveau curriculum, nous avons donc choisi de cadrer l'éducation au développement durable avec une éducation aux valeurs, et ces valeurs-là seront à véhiculer dans chaque thématique, pour chaque discipline et donc pour chaque contenu du préscolaire, dans les programmes d'études du préscolaire jusqu'en terminale ou en T12. Et nous avons là une liste des principaux valeurs à véhiculer relatives à l'EDD, telles que j'ai cité tout à l'heure. Suivant.
Par rapport au contenu transversaux, on en a longuement parlé ce matin quand on a parlé d'interdisciplinarité, transdisciplinarité. Les thématiques et où les composantes, où sont intégrées le DD dans toutes les disciplines du programme d'études, on les a cadrées dans une compréhension holistique des défis. On en a aussi plusieurs fois répété ce concept d'approche holistique parce que nous avons choisi de considérer l'être humain dans son ensemble à travers les dimensions physiques, mentales, émotionnelles, voire spirituelles, pour que nos apprenants aient cet équilibre par rapport à ces 4 dimensions-là. Là, on a des exemples de thématiques et de composantes telles que je l'ai décrit tout à l'heure. Dans presque toutes les disciplines, nous avons des thématiques qui tournent et qui relèvent de l'EDD. Donc, ce n'est pas seulement dans les disciplines scientifiques que nous véhiculons cette éducation aux valeurs à travers les valeurs au développement durable, mais c'est dans presque toutes les disciplines littéraires, les disciplines scientifiques et les disciplines transversaux. Et comme approche, dans le nouveau curriculum, nous avons choisi un apprentissage par l'action où nous intégrons des activités en relation avec le développement durable dans une nouvelle partie qu'on a insérée dans nos maquettes, qu'on a appelée Conseil et orientation pédagogique. Et comme approche aussi, nous recommandons l'élaboration de projets éducatifs en relation avec le développement durable tels les jardins scolaires, la gestion des déchets, la sensibilisation à l'utilisation de l'énergie renouvelable. C'est des projets donc que nous avons recommandé de mener avec les apprenants dans les écoles. Et bien sûr, des exercices pratiques et significatifs qui cadrent tout ça à travers la conception d'outils didactiques et pédagogiques qui est élaborée en référence avec cette nouvelle approche pédagogique. Donc, quand on parle d'approche par l'action, la pédagogie qui est la plus requise, c'est celle qui est participative et interactive donc. Les stratégies portent sur les discussions en groupe, sur les études de cas, les jeux de rôle, les débats ou autres, surtout dans le but d'inculquer chez nos apprenants cette attitude à avoir une pensée critique, la réflexion critique et la collaboration entre les apprenants. Et voilà, ainsi s'achève mon intervention. Merci à tous. Accessoirement, je veux vous remercier pour la brièveté de votre intervention. J'ai été frappé par vos références aux valeurs, à la culture, aux dimensions holistiques de votre projet, qui est un projet global sur l'EDD. Nous allons passer maintenant à un autre, au professeur Alain Etienne qui va nous parler, lui aussi, de projet au Maroc. Et là, je m'interrogerai sur cette question de projet. Peut-être saurons-nous la différence entre projet ou commande, ce que je m'interroge. Projet ou commande pour les élèves. Et on aura en tout cas là quelque chose beaucoup plus ciblé sur l'enseignement des sciences. N'est-ce pas, monsieur, chers collègues? Oui, merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir aller aussi vite. Donc, moi, c'est Judy-Kaël Aladati. Je suis depuis peu professeur au département de administration et fondement de l'éducation à l'Université de Montréal. Vous l'aurez compris, hein, il y en a plusieurs qui me connaissent. Donc, il y a quelques temps, pendant 4 ans, j'étais en poste au Maroc, donc à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et quelle belle introduction, hein, je ne pouvais pas avoir plus que l'introduction de Si El Mazouni. Parce que d'ailleurs, l'ensemble de mes interventions au Maroc, j'avais comme point focal le CNIP, donc Monsieur Stitou, que je profite pour remercier, était le point focal de l'ensemble de mes projets au Maroc. Et donc, on a pu travailler beaucoup de fois ensemble.
Donc, ce que je propose ici, c'est un diagnostic de projets d'établissements scolaires et de leur mise en œuvre dans 8 établissements d'enseignement. Il y a 5 établissements primaires et 3 au secondaire. Donc, comme le décor a été planté donc, ce matin, la préoccupation environnementale, mais aussi l'enseignement de sciences, ce sont vraiment des priorités au Maroc. C'est clairement défini dans l'ensemble des documents de politique. Ce sont des vraies priorités. Et la prise de conscience a été quand même est allée de façon croissante. Et le regard que je porte ici va au-delà des curricula. Donc, c'est un regard plutôt sur les projets d'établissement. Parce qu'en dehors des curricula, dans les écoles, il y a de l'apprentissage en termes d'éducation au développement durable et d'enseignement des sciences qui se passe dans ce qu'on appelle les clubs scolaires. Donc, c'est de ce point de vue-là que ce travail a été réalisé. Travail qui s'inscrit plus globalement dans le cadre d'un projet de recherche-action qui visait à faire le diagnostic, à co-construire avec les acteurs des projets d'établissement et à former des animateurs, donc des enseignants animateurs dans 29 établissements. On a pris en compte ici 8. Donc, quels sont les objectifs? C'était d'analyser d'abord les documents de projets d'établissement, donc les 8 établissements, pour pouvoir cerner les dimensions d'éducation au développement durable et d'enseignement des sciences qui y sont pris en compte. Ensuite, d'analyser de façon concrète comment les actions en matière d'éducation au développement durable et d'enseignement des sciences sont mises en œuvre et enfin de tracer quelques perspectives d'amélioration. On va passer sur le cadre théorique. Donc, le travail s'est déroulé beaucoup avec de l'analyse documentaire, telle qu'on la connaît, mais aussi on a pu mettre en place une démarche de co-design, donc qui permet d'évaluer la situation et de co-construire ensemble avec les acteurs. Voilà. Donc, les écoles qui sont concernées, les 8 établissements, sont dans 4 provinces. C'est seulement dans la province de El Jadida qu'on avait seulement des écoles primaires, mais dans toutes les autres provinces, on a pris en compte ici une école primaire et une école secondaire. Alors, quels sont les résultats, très brièvement, auxquels nous sommes parvenus? C'est que l'éducation au développement durable est plutôt un terme transversal qui est vraiment présent dans l'ensemble des 8 projets d'établissement qui ont été examinés. Et on a dedans des sous-thèmes majeurs tels que la gestion de l'eau, la sensibilisation au changement climatique, les jardins scolaires, des initiatives sur le reboisement, et des thèmes qui se retrouvent seulement dans quelques projets qui concernent le recyclage, la biodiversité locale, la consommation responsable et les énergies renouvelables. Alors, de façon concrète sur le terrain, qu'est-ce qui se fait dans les clubs scolaires? Donc ici, je parle d'abord du club scolaire environnement. Donc, on y voit des initiatives en termes de nettoyage de classes ou des écoles, en termes de gestion des pépinières, de jardinage, de recyclage des déchets. On y voit aussi beaucoup des actions de mise en place effective d'un jardin scolaire au sein de l'établissement, d'apprentissage des techniques de recyclage, d'arrosage, d'utilisation de l'eau, mais aussi des actions de campagne spécifiques, donc dénommée la Semaine verte, qui vise à sensibiliser à la salubrité et au reboisement. Donc, on profite aussi de la journée de l'arbre et on organise plusieurs journées portes ouvertes dans les établissements qui ont été étudiés. Lorsqu'on considère maintenant l'intégration de l'enseignement des sciences, et j'ai ajouté ici, j'aurais pu le mettre entre guillemets, les STEM, M. El Mazouni en a parlé, donc c'est embryonnaire au Maroc, mais ça commence, les STEM, notamment avec les projets apportés en collaboration avec Arizona State University. Donc, l'intégration de l'enseignement des sciences varie considérablement d'un établissement à l'autre. Et on y voit
un certain nombre de disparités. Et ces disparités, on l'a constaté, sont directement en lien avec le matériel disponible et la formation donc, des animateurs. Dans la plupart des cas, l'enseignement des sciences est focalisé sur l'informatique, tout simplement. Donc, suivant le matériel disponible et les connaissances aussi des enseignants qui animent les clubs, les activités mises en œuvre concernent notamment l'initiative à l'informatique, le calcul mental, mais aussi et surtout la programmation avec Scratch qu'on a retrouvé dans l'ensemble de nos établissements. Et d'ailleurs, le Maroc a souvent été premier au concours sur le hackathon africain en programmation. Dans quelques écoles, on retrouve des activités sur la navigation sécurisée, sur l'utilisation de l'Internet, la conception d'applications, la robotique. Et dans certaines écoles secondaires, on a eu à voir des activités, des expériences pratiques en physique, en chimie, et notamment. Sur le plan pratique de la mise en œuvre, on constate que dans les projets d'établissement, on parle d'1 heure à 1h30 d'activité, moi j'appelle ça parascolaire, par semaine, mais dans la réalité, on retrouve que les activités se déroulent plutôt en 2 à 3 heures par mois. Et la place au sein de chaque club d'activité périscolaire sont limitées, ce qui fait que l'ensemble des élèves d'un établissement n'ont pas la possibilité de s'inscrire dans le club environnement, par exemple, ni dans le club informatique ou dans le club sciences. Donc, les clubs scolaires, bien que présents dans les projets d'établissement, ne remplissent pas toujours ce rôle pivot d'éducation au développement durable et d'enseignement des sciences, puisque c'est finalement quelques élèves qui ont accès à ces clubs-là, et cela s'écarte un peu de la vision holistique, d'intégration holistique, qui est quand même très bien défendue au niveau des documents politiques. Alors, on a des contraintes qui sont pratiques, telles que le financement, je l'ai dit, la formation des animateurs, la motivation de ces animateurs-là, la disponibilité de manuels et de matériel, mais aussi et surtout l'aménagement du temps scolaire. Dans certaines écoles, on a constaté qu'on est finalement obligé d'aller gruger un peu sur le temps qui est réservé aux activités physiques et sportives pour pouvoir faire, donc tenir les sessions de clubs scolaires. L'engagement des enseignants, des élèves et des parents, mais aussi de la communauté locale, varie considérablement d'une école à l'autre. Et la variable principale à ce niveau-là, c'est le leadership que déploie la direction, mais aussi l'accompagnement qu'apporte la direction provinciale. Et donc, on dit qu'une coordination plus systématique des partenariats avec des organisations comme Plan International, la Fondation Zakura, etc., et la Fondation OCP, peuvent permettre d'optimiser l'impact, tout simplement parce que il y a plusieurs organisations, et si je prends l'environnement, par exemple, on a plusieurs manuels. Et donc, il faut, au niveau du ministère, pouvoir coordonner ça pour que les actions soient plus optimisées. Donc, en conclusion, l'étude met en lumière l'importance de l'éducation au développement durable et de l'enseignement des sciences dans les écoles marocaines, tout en soulignant un certain nombre de défis. Et pour répondre à ces défis, on fait ici quelques recommandations. Premièrement, l'EDD et l'enseignement des sciences sont de plus en plus cruciaux, je l'ai dit. Et bien que donc, dans les projets d'établissement, on ait donc, les dimensions liées à l'EDD et à l'environnement des sciences, on a besoin encore d'un engagement plus fort envers ces aspects-là. Une orientation de l'enseignement des sciences presque unique vers l'informatique nécessite aussi d'être transformée. Et dernière diapo pour les recommandations. Donc, on propose une certaine harmonisation, comme j'ai commencé à le dire, puisqu'il y a plusieurs intervenants, de renforcer surtout la formation des animateurs et des clubs scolaires. C'est ce que nous, on a commencé à faire dans 29 écoles. On a mis en place des manuels de formation pour au moins 7 clubs scolaires
d'essayer de lever des contraintes telles que les financements, la formation, mais aussi d'aller vers un certain aménagement du temps scolaire pour que les clubs scolaires puissent avoir véritablement leur place dans les écoles, puisque, on l'a vu, ça piétine du point de vue de l'enseignement dans la classe, mais il y a les clubs scolaires qui peuvent nous permettre de rattraper ce qu'on n'arrive pas à faire en classe, dans les cours, et d'aller vraiment vers des citoyens du monde, des éco-citoyens, comme c'est décliné dans les politiques publiques. Voilà, merci. Merci, chers collègues. Des interventions brèves, concises, efficaces. Vous pourrez les questionner, ces collègues, tout à l'heure, à la fin des 5 interventions. En vous écoutant et en entendant parler d'informatique, il me vient une aparté. Il se trouve que je suis géographe de formation, nul n'est parfait, et que la géographie de l'Internet a été mise au programme des élèves de... L'Internet a été mis au programme de géographie des élèves du cours moyen en France, cycle 10-11 ans. Et je me pensais, comme vous faisiez plusieurs fois allusion à l'Internet, au fait que c'est l'occasion, y compris, de réfléchir au coût environnemental. Quelle énergie consomme un clic sur Google? Où sont situés les serveurs? Quelle énergie faut-il pour les refroidir? Etc. Et effectivement, la question de l'Internet et du développement de l'Internet, que je pratique moi-même, hein, je suis coupable, je suis un gros consommateur de clics, c'est quelque chose qui a un impact environnemental considérable, sans parler du recyclage et de la recherche des matériaux nécessaires à la fabrication de ces produits. Bon, c'était une petite incise personnelle, y compris, je suis concerné. Oui, nous sommes tous concernés par ça. Mais c'est quand on parle de l'éducation au développement durable, on pourrait se poser la question de l'usage de l'informatique et encore plus de l'Internet, qui n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. Bon, je vous remercie encore pour votre contribution. En particulier, j'ai bien aimé quand vous avez signalé que ces projets étaient co-construits. Alors, vous avez évoqué le jardinage, et on va avoir avec M. Dabar encore des précisions plus concrètes sur le jardinage dans l'environnement géographiquement sévère de Djibouti. À vous. Changer mon matériel informatique, je laisse le vôtre. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle M. Dabar Moussa Guedi, directeur adjoint au centre de formation, chargé de la formation initiale des enseignants et tout le personnel d'IMEFOB, du ministère de l'Éducation nationale. Ici, je vais présenter bien sûr la restitution d'une communication sur les potagers scolaires. Donc, comme vous le voyez ici, en résumé, nous avons pu implanter des potagers scolaires sur 21 écoles rurales situées dans les zones arides, enclavées, bien sûr, des petites localités, pour faciliter les apprentissages aux élèves en sciences et en mathématiques, bien sûr, et à l'éducation au développement durable. C'était bien sûr une expérience inédite. L'endroit était reculé, enclavé, pas assez d'eau, mais là, on a pu mettre en place des jardins. Donc, ces potagers scolaires, bien sûr, est devenu un vecteur de changement. Pourquoi un vecteur de changement? Parce que c'est une population assez nomade. Cette population, bien sûr, on a pu les installer avec ces potagers scolaires. Les enfants, on a pu les inscrire à l'école. Il y a la rétention et la scolarisation, notamment aux filles aussi. Mais c'est devenu aussi un laboratoire d'expérimentation pour réaliser les travaux pratiques. Parce que tous les aspects scientifiques, tous les aspects matériels, on a pu les concrétiser. On a pu concrétiser en sciences, par exemple, avec les plantes qu'ils ont eues,
bien sûr, en les touchant. On a pu concrétiser les mathématiques, parce que les mathématiques, ils partent du concret vers l'abstrait. On a pu, bien sûr, demander aux enfants de dénombrer, de récolter, mais demander aussi de mesurer, ainsi de suite. C'est devenu, bien sûr, un laboratoire d'expérimentation, mais aussi les élèves étaient motivés. C'était des activités ludiques. Bien sûr, c'était quelque chose qu'il fallait les faire jouer. Et les faisant jouer, ces élèves, bien sûr, ils arrivaient à mieux comprendre. Et même, ça diminuait, bien sûr, les barrières linguistiques. Parce que ces élèves qui se trouvent dans des endroits très reculés, comme ils touchent, comme ils manipulent, comme ils ne sont pas très bons en français, ils étaient obligés, bien sûr, de toucher, mais et de comprendre. Et leur compréhension a amélioré aussi. Donc, c'est devenu, bien sûr, un support d'apprentissage. Mais on a vu aussi que ces potagers scolaires contribuent, je dis au moins 10 objectifs de développement durable que j'ai mis ici. Bien sûr, il y a la fin de la pauvreté, il y a tout, zéro, bien sûr, zéro pauvreté, il y a la nutrition, il y a l'éducation, ainsi de suite. Il y a la question de l'équité gendre. Il y a un climat, bien sûr, action climat, ainsi de suite. Donc, vous voyez, tous ces objectifs de développement durable, bien sûr, ces jardins contribuent facilement. Donc, bon, ici, c'est le référent historique. Le jardin est un outil, bien sûr, pour introduire l'éducation au développement durable en faisant la classe autrement, bien dire, apprentissage concrétisé, collaboratif et ludique. C'est aussi un moyen, bien sûr, de mettre la main à la pâte dans le cadre d'une classe extérieure en permettant un apprentissage heureux et inclusif. Donc, vous voyez, on peut faire travailler, bien sûr, les enfants dans le jardin, on peut faire revenir dans la classe, ainsi de suite. On peut faire des allers-retours facilement. Mais beaucoup de recherches ont démontré, bien sûr, l'efficacité de l'éducation nutritionnelle aussi, via au potager scolaire. Donc, comme je disais au début de mon intervention, Djibouti, c'est un espace largement rocher, aride, malgré la présence d'une multitude d'oueds, et on n'a que 2 lacs seulement. La température, bien sûr, varie entre 30 à 45 degrés, surtout l'été. Les précipitations sont rares. Le climat est tropical, aride. Elle est affectée, bien sûr, par le réchauffement climatique provoquant des sécheresses récurrentes. Il faut comprendre, bien sûr, que l'insécurité alimentaire, bien sûr, depuis 2018, bien sûr, s'est aggravée, en passant de 21% à 55%. Il faut comprendre aussi dans ces régions, ces localités très éloignées et enclavées, bien sûr, le taux de la malnutrition aiguë globale est de 18%. Donc, et en plus de cela, comme je suis en charge de la formation initiale, souvent les élèves, les nouveaux professeurs, lorsqu'ils commencent le métier, on les envoie souvent dans ces écoles rurales enclavées parce que c'est là où on trouve de la place. Les autres rentrent très rapidement. Donc, avec tous ces facteurs conjugués, on a essayé, bien sûr, de relever les défis et de mettre en place un jardin qui pourra transformer, bien sûr, tous ces paysages. La méthodologie qu'on a utilisée ici, bien sûr, c'est on a pu travailler, bien sûr, en collaboration avec un groupe de formateurs du centre de formation, avec le directeur des écoles, les parents d'élèves et bien sûr les inspections pour élaborer ces projets d'établissement. Je m'attarde un peu sur ces projets d'établissement. D'abord, notre ambition, c'était de faire un projet d'établissement pour ces écoles qui sont pour la plupart des écoles multigrades. Et nos programmes sont conçus de manière monograde. Donc, ces enseignants qui sont novices, il faut qu'il y ait un programme pour enseigner en même temps une classe à multiniveau. À multiniveau,
Donc, lorsqu'on a élaboré en 2018 ces projets, avec bien sûr l'appui de l'UNICEF, le projet, il avait 3 axes. Un axe pour l'amélioration de la lecture, un axe bien sûr comment gérer cette école multigrade, et un axe sur bien sûr l'élaboration, la mise en place du potager scolaire. Et bien sûr, grâce à l'appui de l'UNICEF, on a eu des matériels pour sécuriser et pour jardiner. Donc, le projet avait commencé dans ce sens. En 2019, il y a eu le Covid. Donc, tout est bloqué. Le Covid est là. Rien ne marche. Les enseignants sont restés dans leurs écoles. Les élèves aussi dans les coins les plus reculés. Ceux des grandes villes restent et il n'y a rien qui ramène. Donc, le ministère a décidé à ce que, bien sûr, dans ces villages reculés, on continue à donner les cantines scolaires aux enfants parce que là-bas, il n'y a pas encore le Covid et on a arrêté tout le monde. D'où, il y a les vivres secs qui sont là, il y a le légume est terminé. Donc, les enseignants, le directeur, tout le monde a paniqué et il s'est demandé, bien sûr, comment on va ramener le légume des villes vers ces localités. Parce qu'avant, on le transportait même si c'était difficile. Du coup, on a dit à ces enseignants et directeurs, monsieur, voilà, vous avez des jardins, essayez de les planter. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Covid va s'arrêter et quand est-ce que, bien sûr, tous les mouvements vont commencer. D'où, après, tout le monde a paniqué avec toutes les formations qu'on les a données et même ils nous appelaient pour nous dire, et c'était une chance pour nous, de nous envoyer le contenu de formation et comment on va faire. Et même, il y avait des formations à distance qu'on commençait à faire. D'où, là, ça nous a aidé à ce que tout le monde met la main dans la pâte et commence, bien sûr, à travailler, même ceux qui étaient un peu réticents sur ces jardins scolaires. Okay? Donc, là, le jardin a pris de l'ampleur et il a continué, bien sûr. Ils ont continué à faire quelque chose, tout en commençant par ce qui est des plus rapide, la culture maraîchère, pour que, bien sûr, après, il arrive très rapidement. En 2020-2021, une fois que le Covid est terminé, il y a 2 autres, bien sûr, partenaires qui se sont rajoutés, le FAO et les PAM, pour, bien sûr, dire que, bon, on va faire un travail de groupe. Nous, chacun va ramener, c'était avec un fonds de l'AFD, je crois, et on a pu continuer à appuyer les jardins scolaires. L'UNICEF a pris la partie pédagogique du jardin, les FAO et la partie, bien sûr, nutritionnelle et récolte, et bien sûr, le PAM aussi a contribué de cette manière. Là, il y a le groupe WhatsApp qu'on avait démarré, bien sûr, avec le Covid, parce qu'il y avait la formation ainsi est devenu un outil qui peut gérer toute une communauté de pratiques. Si j'emprunte les mots de l'AIF, par exemple. Donc, c'est devenu toute une communauté de pratiques. Il y a eu la collaboration entre les différentes institutions, les MENFOB et les 3 institutions onusiennes, avec bien sûr les directeurs d'école et ainsi de suite. Et le travail a commencé réellement sur le jardin et on a pu mettre en place un projet sur le jardin scolaire complet. On a passé d'un axe vers un projet jardin. Donc, vous voyez, on a mis aussi des fiches pédagogiques, ainsi de suite, et des fiches de suivi. Le résultat statistique ici nous donne beaucoup de choses. Donc, si je passe maintenant au résultat obtenu, c'est bon. Si je passe au... Non, reviens un peu sur le résultat. Voilà. Si je passe au résultat retenu, vous voyez que, premier résultat, le potager scolaire a facilité les apprentissages, les enseignements apprentissages en sciences à travers, bien sûr, la reconnaissance des plantes, comment elles se développent, comment elles grandissent, quels sont les différents types de plantes, ainsi de suite. Des pratiques en mathématiques, surtout en numération, bien sûr, où les élèves arrivent à trier, à classer, mais aussi à dénombrer, à compter, à comparer. Mais
tout ça nous a facilité aussi tout l'aspect numérique et mesure aussi de cette activité. Et en sciences, vous avez vu comment faire un plan, ainsi de suite. J'ai voulu qu'on regarde un peu, on revient un peu, clique sur les liens. Clique sur les liens. Pendant qu'elle clique, le deuxième, bien sûr, résultat qu'on a eu, c'est l'amélioration de la qualité nutritionnelle du repas du cantine scolaire. On a vu que dans le jardin, dans ces jardins, bien sûr, il y a des récoltes. Il y a beaucoup de récoltes qui est sorti. Donc, on a pu, bien sûr, mettre dans le cantine scolaire, mais à combien, on s'est demandé. Très bien. C'est sûr que ça va bien sûr améliorer la qualité nutritionnelle, ça va bien sûr réduire bien sûr en termes d'économie, parce qu'avant le temps leur donner, voilà. Les sons n'est pas prévu. Oui, les sons n'est pas prévu. Donc, vous voyez les élèves qui pratiquent dans un jardin. Regardez, la saison de récolte. Là-bas, il y avait déjà, comme vous le voyez, il y avait des tomates. Maintenant, ils passent pendant l'été. Ils commencent à creuser, bien sûr. Et ils commencent à préparer des pastèques. Des pastèques. Voilà, et l'enseignant, il va les demander. Il a donné des graines. Il a donné chaque groupe un espace. Il a donné chaque groupe un espace. Et il leur dit de mettre les graines. Après, mettre de l'eau aussi. Et chaque jour, ils vont arroser leur espace. Chaque groupe d'élèves, c'est un travail collaboratif. C'est qui est mis ici en exemple, où les enfants sont motivés. C'est une activité ludique aussi. Ils essayent chaque jour, ils vont arroser. Et ils vont voir entre eux, il y a des simulations, quelles sont les premières plantes qui vont sortir, qu'est-ce qu'elle va donner, leur prendre chacun. OK? Vous pouvez faire passer un peu. Oui, continue. Voilà. Voilà. Après, ils retournent dans la classe. Continue un peu. Continue. Voilà. Regardez les plantes qui sont sorties. Maintenant, c'est la récolte des aubergines. Regardez, les enfants, laisse un peu. Vous allez voir, les enfants sont en train de compter. Les enfants sont en train de compter les différentes. Là, ils sont en train de comparer. Ils vont les mettre par groupement de 10. Ils vont le comparer, ainsi de suite. Ils vont compter, ils vont dire les différentes couleurs. Ainsi. Et c'est là qu'ils ont mis en place. Là, comme parlait bien sûr ce matin Patrick, il y a encore l'interdisciplinarité qu'on a essayé de tester aussi. On a donné comme support, bien sûr, les plantes. Et un enseignant, qu'est-ce qu'il va faire pendant la journée? Il va enseigner dans toutes les disciplines en gardant ses supports plantes. D'abord, une discipline, il va faire le vocabulaire sur les différentes parties des plantes. Après, il va leur demander d'écrire une production écrite, une production orale avec le vocabulaire. Après, il passe à une production écrite. Après, il passe directement à des textes à lire. Et tout en montrant bien sûr quels sont les différents types de plantes. Il y a l'aspect science aussi qui va rentrer. Et comment elle va passer des graines, bien sûr, des graines à tige à feuilles, à récolte, ainsi de suite. Et à la fin, il va demander, bien sûr, de compter les différentes parties des feuilles et les différents récoltes, ainsi de suite. Et c'est une manière de gagner du temps aussi avec l'interdisciplinarité. Avec cette interdisciplinarité, il arrive à gagner du temps en prenant comme support, bien sûr, un support du jardin et il complète tout. Donc, le troisième résultat qu'on avait eu, c'est la mise en place et de la diffusion des bonnes pratiques et de respect, bien sûr, de l'hygiène. Vous avez vu, tous les récoltes qu'ils ont eues, pour qu'il y ait des aliments
hygiénique. Il faut qu'ils se lavent les mains. Après, il faut qu'ils lavent aussi les récoltes, le fruit et le légume. Après, ils arrivent, bien sûr, à mettre en place tout l'aspect cantine scolaire qui suit. Et on est arrivé à ce que, je sais pas, il y a un deuxième lien. Et comme on a eu beaucoup de récoltes, on s'est demandé, bien sûr, les enseignants et le directeur nous ont demandé combien de kilos on va mettre en tomates, bien sûr, dans les repas. Combien, parce que la cantinière ne sait pas. Donc, on a essayé de mettre en place un fiche menu repas où on a indiqué pour 50 élèves, parce que nos classes, voilà, c'est ceux du jeudi, par exemple, ceux du jeudi, petit déjeuner et déjeuner. Là, on était obligé de préparer, bien sûr, avec le directeur et les enseignants, avec le cantinière, qu'est-ce qu'il faut mettre. Qu'est-ce qu'il faut, parce qu'il y a eu beaucoup de récoltes. Et il y a eu, donc, est-ce qu'il faut, comment les gérer aussi pour 50 personnes, quelles sont les récoltes qu'il faut mettre. Et là, ça nous donnait un menu, tout en gardant, bien sûr, un menu rééquilibré. Il faut que, bien sûr, ça soit un menu équilibré. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir un rapport nutritionnel, tous en sachant que, bien sûr, il y a beaucoup de malnutris dans les régions reculées. Dans les régions reculées, voilà aussi encore ce qu'on a pu faire. Donc, on continue, on revient sur les PowerPoint. Voilà, donc là, vous voyez quelques images, quelques diapos, où les enfants comptent, où les enfants, bien sûr, comprennent. Là, ici, la communauté des pratiques qui se forme, une communauté d'apprentissage professionnel, parce que ces enseignants, il y a certains qui sont scientifiques, mais ils enseignent toutes les disciplines. Ce sont des enseignants de base, qu'ils soient des profils littéraires ou des profils scientifiques, ils enseignent tous, toutes les disciplines. Donc, ils doivent apprendre entre eux comment, bien sûr, préparer une fiche pédagogique en sciences, en mathématiques, en français, ainsi de suite. Donc, il y a une communauté d'apprentissage qui se prépare. En plus, c'est dans toutes les 5 régions de la République de Djibouti, parce que la République de Djibouti est composée de Djibouti-Ville et 5 autres régions. Et ces écoles, ce sont des écoles qui sont à la fois multigrades et monogrades, où on peut, bien sûr, passer d'une classe à un seul niveau à une classe à plusieurs niveaux. Et c'est tous ces apprentissages qu'il faut faire avec ces complexités. Là, le résultat qu'on a eu, ici, vous voyez, les effets qu'on avait attendus, bien sûr, avec les programmes, lorsqu'on avait travaillé avec l'UNICEF, on avait 1266 élèves. On a pu, bien sûr, avoir 1375 qui ont bénéficié, bien sûr, de ce repas. Mais maintenant, on a voulu travailler aussi en 2023. Ils ont passé de 11 851 parce qu'on a passé de 21 écoles à 54 écoles, avec des écoles qui ont beaucoup plus d'effectifs. Là, vous voyez, pour ce qui concerne, bien sûr, la sensibilisation et à la consommation alimentaire diversifiée, on a passé de 1375 en 2021 à 11 850. C'est multiplié par 10 à chaque fois. Pour les connaissances en matière, on a passé aussi de 30, pour la formation, on a passé de 31 à 164 enseignants qui sont formés, bien sûr, sur tous les aspects des jardinages, de pédagogique, ainsi de suite. Donc, si je continue le résultat encore, voilà. Donc, on passe par la conclusion. Donc, voilà. Déjà, ces projets qui a regroupé les 3 agences onusiennes, bien sûr, Nations Unies avec les MAFOL, bien, a été dirigé par un comité de pilotage, mais à l'intérieur aussi, il y a d'autres communautés qui se préparent. Et j'ai tendance, parce qu'on a travaillé sur la communauté d'apprentissage professionnel, on a tendance maintenant à dire des caps qui se forment à l'intérieur et dans des sous-caps aussi
pour la pédagogie, pour l'organisation administrative, ainsi de suite. Mais là aussi, pour la deuxième conclusion principale qu'on a eu, bien sûr, le jardin scolaire est un outil concret pour les apprentissages des sciences. C'est un laboratoire d'application, de diffusion des connaissances, des bonnes pratiques sur la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. Parce qu'en sciences, pour l'enseignement de base, il y a l'écosystème et la biologie. Et le jardin scolaire, bien sûr, contribue au moins 10 objectifs de développement durable, notamment la lutte contre la pauvreté, la malnutrition, les sauvegardes de l'environnement, l'éducation, ainsi de suite. En perspective, bien sûr, nous, on est parti, c'est de manière ascendante. On est parti du terrain vers le curriculum. Maintenant, on veut réviser le curriculum, bien sûr, pour mettre en place ces potagers scolaires. On veut renforcer les capacités de ces personnels et on veut installer partout des communautés d'apprentissage professionnel pour que, bien sûr, il y ait le désir de partager et d'apprendre. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ces belles images, qui vous remercions pour cette démarche très intéressante, c'est-à-dire de partir d'une innovation pour après interroger les curricula. Nous vous remercions pour votre communication qui joint à la fois l'éducation au développement durable et l'enseignement des sciences. J'ai envie de dire, vous posez, avec la question de l'alimentation, celle de la nutrition comme condition des apprentissages, qui se pose pas uniquement à Djibouti, malheureusement. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais encore faire une anecdote, alors là, non pas en tant que géographe, mais en tant qu'un peu, parfois aussi historien de l'éducation. Les jardins scolaires, c'est quelque chose qui était courant en Europe au XIXe siècle. C'était courant en Europe au XIXe siècle. Il y avait le jardin de l'instituteur qui contribuait à sa propre nourriture, comme ça a été le cas pendant le Covid. Et ce qui était facilité, et là peut-être vous pourrez le développer lors des réponses aux questions, par le fait que les instituteurs étaient d'origine rurale, étaient souvent fils de paysans. Et introduire un jardin, c'était introduire des pratiques innovantes qu'ils avaient apprises à l'école normale, mais ça faisait partie de leur habitus en tant qu'instituteur. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce problème d'instituteurs issus des régions urbaines, ou en tout cas non ruraux, qui ne sont pas forcément très, très formés à ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Bon, j'ai noté aussi que vous vous adressiez peut-être aux régions les plus déshéritées de votre pays. Et quand on sait que le réchauffement climatique va d'abord et surtout toucher les plus déshérités dans le monde et les pays les plus en difficulté. Oui. Voilà, je vous remercie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous étiez aussi sur les pratiques, sur la mise en pratique. Et là, on va pouvoir faire la transition avec une intervention qui se centre sur les ateliers pratiques, d'après ce que j'ai compris. Merci. Vous présentez, parce que je ne vous ai pas présenté. Oui. Excusez-moi. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire que c'était un plaisir de vous voir et de vous écouter aujourd'hui pour tous ces échanges assez détaillés, assez concrets, et assez thématisés autour de l'éducation au développement durable. Je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir des expériences au-delà de Madagascar et différents pays, différents territoires. Donc moi je me présente, je suis Romain, je travaille pour l'ONG française Planète Urgence, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une ONG d'urgence, mais plutôt une ONG de développement. Je parlerai un petit peu plus du projet Planète Éducation, qui est effectivement une mise en application d'un projet que l'on met en place. Je ne suis pas tout seul ici. Je suis accompagné de 2 personnes qui sont très actives aussi dans le projet Planète Éducation. Déjà, Rouve, qui travaille aussi pour Planète Urgence depuis quelques semaines et qui porte tous les sujets autour de la sensibilisation au sein de l'association à Madagascar. Et puis, le docteur Sylvain Raboutuvao, qui représente Mahare, une association d'enseignants, et qui est le partenaire technique principal dans la mise en œuvre de Planète Éducation.
Donc je suis assez confiant que pour les réponses à des questions, ils pourront aussi m'aider si toutefois je sèche à certaines réponses. Donc j'ai fait une présentation en deux parties. D'abord une présentation assez rapide de Planète Urgence et puis l'action autour de Planète Éducation. Donc je vais commencer. Alors la raison d'être et les axes d'intervention de Planète Urgence. Donc Planète Urgence, ça existe depuis bientôt 25 ans. Hein. L'année prochaine, on fêtera les 25 ans de l'association. Notre raison d'être, c'est de renforcer les femmes et les hommes pour préserver les forêts et la biodiversité. Donc notre axe principal d'intervention est plutôt l'environnement. On peut dire qu'on est une structure de développement et autour de l'environnement. On a des critères d'intervention qui sont liés bien sûr à des pays qui connaissent à la fois des vulnérabilités humaines, mais qui sont aussi des points chauds de biodiversité et également où il y a un fort taux de déforestation ou un risque de déforestation. Et concrètement, donc on a 3 axes d'intervention. Hein, d'un premier axe qui est la préservation des forêts et de la biodiversité en danger. La promotion du développement local, notamment en s'appuyant sur les communautés villageoises qui vivent à proximité et de ces forêts-là. Et on a un axe qui est la sensibilisation environnementale. Voilà, donc petite carte d'identité. Voilà, je disais tout à l'heure, ça a été créé en 2000. Au départ, c'était ça s'appelait Congé solidaire. C'était une structure d'envoi de volontaires de court terme à travers le monde. Jusqu'au Covid, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont parties en volontariat d'appui à des organisations locales. Et donc, à partir de 2005, un nouveau programme, au-delà du volontariat, s'ouvre, un programme de projets autour de l'environnement et des forêts. Et en 2017, on a aussi intégré le groupe SOS. Donc, le groupe SOS, c'est une énorme plateforme française de plus de 22 000 salariés qui regroupe différentes entités, dont dans le secteur action internationale, plusieurs ONG, dont Planète Urgence. Quelques chiffres clés pour 2023, pour Planète Urgence au global. Donc, c'est 8 pays d'intervention, Équateur, Cameroun, Bénin, Madagascar, Indonésie, Cambodge et la France. Et puis, on met en œuvre une douzaine de projets avec 88 partenaires. On a plusieurs thématiques de mise en œuvre qui vont être en général autour des forêts, donc l'agroforesterie, les mangroves, mais aussi le climat et bien sûr la sensibilisation pour ne pas tous les citer. En 2023, donc, on a envoyé 225 volontaires à travers le monde et on a pu former et sensibiliser environ 40 000 enfants et adultes sur l'environnement et la gestion durable des forêts. Un des indicateurs importants aussi, c'est sur le global, dans les différents pays d'intervention. Donc on a planté 4 millions d'arbres en 2023 sous forme de pépinières, de pépiniéristes et de reboiseurs. Donc c'est vraiment important de souligner cet aspect-là. Encore une petite carte, donc bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça illustre les différents pays d'intervention. Bon, il y a encore on voit encore quelques expertises en haut, telles que le bois énergie ou le renforcement de capacité, qui sont les 2 autres que j'ai oublié de citer. Voilà, donc j'ai fini un petit tour rapide sur Planète Urgence. Alors bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, vous me demanderez, il n'y a pas de problème. Donc, Planète Éducation, alors aujourd'hui, Planète Éducation, c'est un projet qui est multi-pays, qui intervient au Bénin et à Madagascar. Donc, je vais parler un petit peu du contexte global et je donnerai quelques chiffres sur Madagascar par rapport à ce projet-là. C'est un projet qui vise réellement le renforcement de capacité des enseignants dans la connaissance et la présentation et la diffusion de l'éducation environnementale au sein des écoles. Donc, au Bénin et à Madagascar, on se rend compte que de nombreux jeunes ont besoin de comprendre et d'intégrer toutes ces notions autour de l'environnement, du changement climatique et tout ça. C'est vraiment c'est important ils ont besoin de ça. L'éducation au développement durable,
est souvent intégré dans les programmes. Alors, vous êtes beaucoup plus expert que moi sur ce sujet-là, donc je ne m'étalerai pas là-dessus, mais on sait en tout cas à Madagascar, dans nos écoles d'intervention, que les accompagnants, les mises en œuvre sont souvent absents, voire insuffisants. Donc, notre sensibilisation à la protection de l'environnement, on sait sur le continent africain, encore une fois, je ne reprendrai pas les mots du ministre de l'Environnement de Madagascar, mais voilà, l'importance de préserver les écosystèmes les plus riches et d'adapter les communautés au changement climatique que nous sommes en train de subir. Voilà, donc on est persuadé que ça passe par une bonne préparation des enfants pour qu'ils soient à l'âge adulte déjà des citoyens responsables pour le monde de demain. En termes d'objectifs, donc Planète Éducation, on a recensé 4 objectifs. Un premier objectif qui est d'autonomiser les acteurs locaux dans la sensibilisation et d'engager les enfants à la protection de leur environnement. D'outiller et de renforcer les compétences des acteurs de l'éducation en sensibilisation à l'environnement. De rendre les enfants acteurs à la protection de leur environnement et de faire émerger un écosystème d'acteurs pour la promotion d'un changement d'écosystème éducatif national. Au niveau des impacts, donc, sur le court et moyen terme, nous souhaitons que l'impact auprès des enfants soit de les rendre beaucoup plus sensibles et qui comprennent beaucoup mieux et qui soient actifs dans la protection de leur environnement, souvent dans leur environnement à proximité. Et à plus long terme, que la société civile à Madagascar soit vraiment sensibilisée et applique cela et que ça puisse rentrer à un niveau plus élevé, notamment que ça rentre dans un curriculum beaucoup plus officiel. Alors, les acteurs impliqués dans ce projet Planète Éducation, alors ici c'est juste à Madagascar, vous voyez j'ai mis en parenthèse Madagascar. Pour le Bénin, encore une fois, je pourrais donner un peu plus d'informations si vous voulez, mais je dois d'abord me renseigner auprès de mes collègues pour avoir un petit peu plus de chiffres, mes collègues béninois. Donc au niveau local, au niveau de Madagascar, donc Planète Urgence, c'est le porteur du projet. C'est vraiment l'entité c'est vraiment l'entité qui a créé ce projet Planète Éducation, qui le porte et qui le finance. Et on a le partenaire technique de mise en œuvre qui est à Madagascar Maharé, donc monsieur Sylvain, le docteur Sylvain que j'ai cité tout à l'heure est dans la salle. Donc si vous pouvez aussi, vous avez des questions au sujet de cette organisation Maharé, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il est notamment impliqué dans l'élaboration du kit Madère, donc le matériel didactique pour l'éducation relative à l'environnement, qui est un kit pédagogique qu'on utilise dans le cadre de Planète Éducation et qui sera évoqué demain matin aussi dans ce cadre de ce colloque. Le partenaire local, bien sûr, c'est l'éducation nationale de Madagascar, notamment les directions des écoles dans lesquelles on intervient. Donc, on a commencé en 2021 sur une première phase pilote pour, on va dire, apprendre un petit peu, voir comment on pouvait construire un projet un peu plus conséquent. Donc, au départ, on est parti sur 4 écoles, plutôt dans la capitale malgache et ses environs proches. Donc il y avait 2 écoles vraiment urbaines et 2 écoles plutôt de brousse. Et on a commencé déjà à collaborer avec Maharé pour ce projet. On a assez rapidement repris l'outil Kit Madère qui existait déjà et qui nous évitait aussi de recréer un outil, de recréer quelque chose qui pouvait déjà être disponible à Madagascar. À partir de 2022, on a mis à l'échelle ce projet Planète Éducation. Donc on a la mise à l'échelle ciblé déjà plus d'écoles et commencé à apporter des nouveaux éléments, notamment le renforcement des partenaires, tels que les membres de l'État, directeurs, CISCO, donc circonscription scolaire, la direction de l'environnement, de l'éducation nationale, direction régionale, et des activités de renforcement de capacité des enseignants
Et on a aussi commencé à faire des sorties, des classes vertes, des sorties pédagogiques et aussi travailler sur le suivi pédagogique. Ça, c'est tout un tas de pratiques qui ont évolué au fil du projet. Pour citer quelques bonnes pratiques capitalisées, ce que nous, on a vu au fil des années, capitalisé au cours de ces quelques années de mise en œuvre. Donc, pour nous, une bonne pratique, c'est déjà de bien prendre connaissance du cadre légal sur l'éducation au développement durable dans les pays d'intervention, que ce soit le Bénin ou Madagascar. Pour nous, c'est une première base. C'est-à-dire que ce qui est discuté aujourd'hui et qui concerne Madagascar, nous, ça nous intéresse de près, que ce soit avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable ou bien avec le ministère de l'Éducation. On sait qu'ils font un bel effort pour cumuler leur travail et être complémentaires dans l'éducation à l'environnement. Une autre bonne pratique qui est d'évaluer les connaissances des enseignants. On s'est rendu compte en fait en apportant un programme de renforcement de capacité en éducation environnementale que les enseignants avaient des manques juste en pédagogie, de certaines bases de pédagogie. Donc on s'est dit que si on parle déjà de l'environnement, mais pas assez de la pédagogie, on allait un petit peu trop vite. Donc on fait des modules et des sessions de renforcement déjà en pédagogie avant de repartir sur des sessions typiquement sur l'environnement. On a fait un recensement des outils pédagogiques existants en éducation relative à l'environnement, des adaptations d'outils déjà existants. On avait aussi créé des éco-kits pédagogiques il y a quelques années, des fiches d'animation et des guides pour les activités. Notamment dans le cadre des écoles, on fait des jardins scolaires, mais on fait aussi des plans d'action environnementaux. C'est-à-dire qu'on pose avec les écoles, les directions des écoles, des plans d'action qui vont être dotés d'un petit fonds et qui vont permettre à ces écoles de construire leur propre programme avec entre guillemets, une bourse qu'octroiera le projet. Rendre acteurs les bénéficiaires du projet pour s'assurer de leur motivation. Donc ça a toujours été important, bien sûr, de ne pas arriver et d'assister, mais plutôt de faire participer. Donc notamment, alors un exemple concret, c'est qu'on met en place dans certaines écoles des puits pour des petites infrastructures, et les parents d'élèves contribuent à la construction du puits, notamment pour creuser, pour apporter des matériaux de construction, etc. Comme ça permet d'impliquer les parents d'élèves aussi dans le processus. Et enfin, une campagne environnementale dans les écoles, profiter des événements et tout ce qui peut être utile au-delà des liens avec les matières pour motiver les enfants. Alors, à titre d'exemple, on a fait des plantations de mangroves avec les enfants qui vivaient à proximité des mangroves dans le nord-ouest. Ou sinon, ça peut être assez impliqué dans les jardins potagers aussi de la proximité de l'école. Pour l'impact un peu plus global entre 2021-2024, sur les deux pays, on recense déjà 78 écoles partenaires. 78 et on en a pour 2024 à Madagascar, on est arrivé maintenant à 29 écoles qui sont partenaires en tout cas et impliquées dans le programme Planète Éducation. On a pu former 476 enseignants sur l'éducation relative à l'environnement. C'est des formations qui ont été faites lors de sessions de formation et qui vont profiter aussi d'un recyclage. C'est-à-dire que derrière, on sait que les enseignants ont besoin qu'on revienne les voir après 3 mois, après 6 mois, pour s'assurer que les outils sont utilisés, que le message est bien passé et si nécessaire, on fait un recyclage. Et ensuite, 12 000 enfants sensibilisés depuis 3 ans pour donner quelques chiffres. En termes de perspective, de continuer donc à recueillir les bonnes pratiques et de continuer à mettre en valeur les outils de sensibilisation existants et notamment de s'intégrer de manière plus élargie au niveau local, parce qu'on travaille aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille un petit peu dans notre coin,
Donc on voudrait aussi s'ouvrir, et notre participation à cet atelier, c'est un exemple concret de notre volonté de s'ouvrir et de partager et d'apprendre avec d'autres initiatives et d'autres personnes issues d'autres pays. Voilà, je termine ma présentation. Ici, c'est le contact donc, de Rouve, qui est responsable en renforcement de capacité, volontariat et sensibilisation à l'environnement chez Planète Urgence. Voilà, il y a aussi Sylvain qui pourra vous donner son contact. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention et voilà, pour votre présence. Merci. On a une continuité entre ces interventions, entre celle-ci et les suivantes sur la préservation des milieux naturels et en particulier des milieux forestiers. J'ai entendu parler que vous aviez dans votre association un projet bois-énergie. Je sais qu'à Djibouti, la question du bois pour le chauffage est une question terrible et qu'il y a des braconnages, des malheureuses branches qui restent par-ci, par-là. Oui, nous allons rester dans la biodiversité. Peut-être que je reviendrai plus tard, ou peut-être que ça viendra dans les questions. J'ai été frappé par l'emploi récurrent de l'expression éducation environnementale. Il y a 30 ans, il y avait l'expression éducation à l'environnement. Et on pourra peut-être se poser la question si l'éducation au développement durable, telle qu'on l'entend, et l'éducation à l'environnement, ça se recouvre totalement, partiellement, comment ça s'emboîte, ça se complète. Voilà, je lance ça pour l'instant, mais peut-être qu'il y aura des questions sur ce propos. Madame le professeur Ngomo, bienvenue. Vous nous emmenez vous aussi dans des milieux semi-forestiers, j'imagine. Oui, mais pas uniquement, je ne sais pas. À vous la parole. Et vous allez nous expliquer votre titre. Ok. Merci pour la parole donnée. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je remercie le programme Apprendre pour l'opportunité qu'il nous donne. En fait, je suis Orléans Ngomo, comme c'est bien indiqué. Je suis enseignante à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Je suis spécialisée en chimie appliquée, plus précisément la chimie industrielle et environnement. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous de parler du développement, de développement durable. En fait, c'est une approche pédagogique active au Cameroun pour enseigner les sciences afin de préserver l'environnement et le milieu naturel et la biodiversité. Donc, pour commencer notre propos, d'après le résumé, dans la préservation du milieu naturel et la biodiversité inclut quelques principes et ressources pédagogiques et didactiques. En fait, il est question pour nous de comprendre le cycle naturel. Le cycle naturel est constitué, du moins le cycle naturel court est constitué des végétaux et des animaux. Dans les végétaux, nous produisent de l'oxygène et de l'alimentation, pendant que les animaux, quand je parle d'animaux, en fait, c'est les animaux au sens propre et les hommes. Eux, ils produisent les engrais et le CO2 nécessaire pour la survie des plantes. Donc, ce cycle naturel est indispensable pour la survie. Et c'est ce cycle qui entraîne le développement durable, en fait. D'autre part, on a aussi le cycle long. Le cycle long, en fait, c'est l'exploitation du sous-sol. L'exploitation du sous-sol par les hommes. Le cycle se fait naturellement par les éruptions volcaniques qui entraînent les minéraux qui ressortent du sol pour revenir à la surface, et c'est ce qui est exploité en fait par l'homme. Mais lorsque nous les exploitons de manière un peu plus anarchique, on se retrouve donc confronté à ce problème
de durabilité. Donc, la biosphère fait son cycle pendant que, entre la lithosphère, dont la biosphère, c'est le milieu où nous nous trouvons, et la lithosphère, c'est en fait le sous-sol. Quand nous exploitons donc les minéraux dans le sous-sol de manière un peu plus excessive, on se retrouve confronté à ce problème. Donc, la durabilité, en fait, revient en fait, à trouver un équilibre, qui permet à l'homme qui donne en fait à l'homme la capacité d'exploiter les ressources sans toutefois nuire aux conditions naturelles, quoi, sans toutefois nuire aux conditions naturelles, et permettre également aux générations futures d'avoir le nécessaire strict. On revenait d'abord. Donc, le changement climatique est un problème donc très important que nous devons gérer à ce niveau. En fait, le changement climatique est dû à quoi? Lorsque le changement climatique, comme je le disais tantôt, lorsque nous exploitons l'exploitation du sous-sol, quand je parle d'exploitation ici, en fait, ce sont les minéraux que nous extrayons de manière anarchique, et également le pétrole au terme plus large. Lorsque nous les exploitons, nous fabriquons des objets qui ne se dégradent pas au rythme naturel, et ça fait un effet de pollution. Et nous nous retrouvons ainsi avec les gaz à effet de serre qui ont une conséquence très importante sur le changement climatique. D'autre part, la perte de la biodiversité. Il y a l'exploitation. En fait, au Cameroun particulièrement, la pêche, la pêche d'une part, et la chasse, oui, la chasse, parce que le braconnage est très prononcé. Donc, la chasse de manière non contrôlée, on se retrouve avec les animaux qui sont censés être protégés. Nous les consommons, du moins nous les abattons de manière anarchique, et puis on joue en fait sur la biodiversité. Et c'est comme ça que cet équilibre se retrouve touché. On a également l'épuisement des ressources naturelles, comme je le disais tantôt, qui est les minéraux en fait et du pétrole. La dégradation, donc ça entraîne la dégradation donc, de l'environnement. À l'est du Cameroun, par exemple, où l'exploitation de l'or est prononcée, on extrait des grandes quantités de terre pour récupérer de l'or, et on laisse les trous, du moins on laisse les grands vides qui sont très dangereux. Et tout ça entraîne donc la pauvreté et les inégalités, parce que la forêt, par exemple, qui est très occupée par les Pygmées. Les Pygmées, c'est une ethnie qui est présente dans ces régions-là. Ce sont les autochtones, voilà, ce sont les autochtones. Quand l'exploitation se fait, ils ne profitent pas des retombées. Donc c'est à ce niveau qu'on se retrouve face à une inégalité. Dans le cadre théorique pour ce thème, l'apprentissage dans la conceptualisation de la problématique de l'EDD et la prise en compte de cette conception pour une meilleure compréhension, du moins pour une meilleure prise en conscience des plus jeunes, il y a des possibilités de les amener à comprendre cette situation. En l'occurrence, les sites web dans lesquels ces problèmes sont présentés de manière plus concrète, les articles de presse où nous exploitons les cas précis, et les entretiens médiatisés. Ça, en fait, ce sont les choses qui se font déjà, mais ce n'est pas suffisamment avancé. Les blogs. Donc, ce sont des actions concrètes qui permettent de prendre conscience
de ce problème et amener les uns et les autres à trouver une solution plus ou moins active afin de remédier à cette situation. Bon, la méthodologie pour y arriver, j'ai parlé de kits, de jeux de rôle, de bandes dessinées. Il est question pour nous de montrer les effets de la pollution au niveau du sol, de l'eau et de l'air. Et maintenant, face à ce problème de pollution, quelles sont les conséquences directes sur l'homme? Nous avons, comme nous avons précisé précédemment, le changement climatique. Et face aux polluants que nous avons à notre disposition, quelles sont les techniques qui permettent de les traiter Quelles sont les techniques qui permettent de les traiter afin de les réduire au maximum? Mais l'idéal, c'est d'enseigner aux enfants à utiliser le matériel naturel, parce que traiter les déchets coûte beaucoup plus cher que réduire les éléments à base des matières toxiques, si on peut dire ainsi. Donc, utiliser à la base les matières premières biodégradables, entre guillemets, et éviter plutôt de réfléchir dans le sens où comment on va traiter les polluants qui vont en découler, qui découlent du matériel que nous pourrons obtenir. Donc ça, c'est le cas de la forêt camerounaise, comme je disais tantôt. À l'est du Cameroun, c'est très exploité. On exploite, l'abattage des arbres se fait de manière très, très anarchique. Et lorsqu'on comprend le rôle de l'oxygène que ces arbres produisent pour la biodiversité, on peut réfléchir dans le sens de les réduire. Donc, en amenant les jeunes à planter les arbres, il faut qu'ils comprennent déjà le rôle que ces arbres jouent dans ces arbres jouent afin de réduire dans les pollutions environnementales. Nous avons une étude de cas qui a été effectuée dans une étude où nous avons vu, cette étude a été faite pour un cas bien précis, nous avons pris en compte une problématique. On a pris en compte pour résoudre ce souci les savoirs locaux, la diversité des acteurs. Ici, on avait donc les acteurs locaux et les élèves, les enseignants et en même temps la communauté villageoise. Et les arguments, c'était les cas précis. Les arguments proposés, c'était le fait que les changements climatiques sont tellement devenus influents, on ne maîtrise plus à quel moment la saison sèche commence et à quel moment elle s'achève. Donc, ce sont les effets concrets du changement climatique. Et on a donc pu identifier ces enjeux dans la durabilité afin de voir dans quelle mesure les élèves peuvent prendre conscience. Donc, les jeux de rôle, les interventions et les analyses de documents vont permettre aux uns et aux autres de prendre conscience de cette situation. Quelques résultats que nous attendons, en fait, il s'agit d'un projet qui n'est pas réalisé. Nous espérons donc créer des espaces verts de reboisement en comprenant bien évidemment leur rôle, organiser les activités de gestion des déchets, parce que les déchets, il faut trouver un moyen de transformer les déchets que nous produisons. Et même dans la création d'espaces verts, donc, la plantation des arbres ou bien le jardinage, il faut qu'on apprenne à planter les arbres en fonction des saisons. Donc on ne force pas les arbres, parce que lorsqu'on force la croissance des arbres, nous sommes obligés d'utiliser les engrais pour accélérer cette croissance. Par contre, quand nous respectons le cycle de vie naturel,
on n'a pas besoin de ces engrais-là. Développer donc des programmes sur l'agriculture durable en zone rurale, comme je disais, et la promotion de l'agroforesterie. L'adoption des gestes et comportements permettant de réduire l'impact des hommes sur la planète. En conclusion, nous pouvons dire que la prise en compte de l'interdisciplinarité, plus précisément la conscientisation des uns et des autres, peut amener à changer de comportement. Et en perspective, nous espérons mettre sur pied ce projet afin d'avoir les actions immédiates sur les jeunes. Merci. Bien, je ne vais pas faire de digression maintenant pour pouvoir donner la parole à la salle et éventuellement quelques minutes de conclusion. Donc, comme Ahmed ce matin, je m'adresse à tous et à certains qui vont pouvoir poser une question. Qui commence? Alors, voici, voilà, je vais indiquer. Et puis après, vous irez au fond là-bas. Présentez-vous, chère madame. Denise Orange Ravachol, je suis professeure à l'Université de Lille en France, voilà, en didactique des sciences, en sciences de l'éducation et didactique des sciences. Un grand merci pour vos présentations et j'aurais c'est à la fois un commentaire et une question parce que ce que vous avez proposé nous situe bien dans des contextes. Contexte à Madagascar, contexte au Cameroun, etc. Et on voit bien des exemples d'action, jardinage, reforestation, etc. Et alors justement, Madame Ngomo, vous avez présenté à la fin de votre intervention des choses vraiment intéressantes qui nous situent en termes de savoir entre les savoirs scientifiques et les savoirs locaux ou autochtones, je ne sais pas, il y a plusieurs appellations à tout cela. Et j'aimerais savoir comment les uns et les autres vous appropriez ces savoirs autochtones, parce que si on est en contexte, il y a les hommes du contexte, il y a notamment je vais dire entre guillemets les anciens, ceux qui connaissent ce contexte. Comment vous interagissez dans la construction de vos projets, de vos situations, en lien avec toutes ces mémoires, toutes ces pratiques déjà existantes. Je disais merci, chers collègues, pour t'inciter à conclure. Il y a une dame là-bas. C'est un monsieur? C'est un monsieur, excusez-moi. Oui, désolé. Je suis Sylvain Rapoutefort, donc enseignant-chercheur et qui appuie donc la mise en œuvre de Planète Éducation. En fait, c'est juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Quels seraient les dynamismes, les paradigmes en termes d'éducation environnementale lorsqu'on parle de terminologie, tout ce qui concerne l'éducation environnementale à Madagascar? C'est juste un partage que, en fait, on utilise beaucoup de terminologie, mais lorsqu'on parle d'éducation environnementale, comme on a déjà expliqué tout à l'heure, c'est plutôt par rapport à l'éducation relative à l'environnement qui est souvent discutée, puisqu'on a la politique d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable, qui est l'idée donc par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Par rapport à tout ce qui est éducation en vue du développement durable, en fait, ça a commencé à partir de la décennie de l'éducation en vue du développement durable, depuis 2005 jusqu'en 2014, où Madagascar, en fait, s'est basé sur tout ce qui est éducation relative à l'environnement pour basculer vers l'éducation en vue du développement durable. Pourquoi? Puisqu'on a déjà l'opportunité par rapport à notre biodiversité, par rapport aux richesses de l'écosystème. Et c'est pour cela que dans toutes les activités que vous voyez, on initie par exemple la formation des enseignants sur tout ce qui est pédagogie de l'environnement. On appuie les établissements scolaires sur tout ce qui est projet d'établissement, mais c'est à travers ces projets d'établissement qu'on initie tout ce qui est éducation en vue du développement durable. Si on construit des puits, ça va toucher d'autres objectifs
par exemple, l'éducation à la santé, on fait des jardins potagers, ça touche l'éducation nutritionnelle. Donc, il y a encore des clarifications, mais juste pour partage. Merci. Merci pour votre intervention qui précise les choses. Monsieur? Merci. Moi, je voudrais intervenir sur le projet d'établissement. Bon, j'ai suivi la présentation, c'était bien, mais mon souci, c'est qu'il a parlé de projet d'établissement et il a parlé des enseignants, des élèves, des parents, mais je n'ai pas entendu le mot conseil d'école ou conseil d'établissement. Je voudrais savoir, la question est comment il va marier le projet d'établissement et le conseil d'établissement, parce que dans nos pays, les gens qui composent le conseil d'établissement, ce sont des gens qui viennent de plusieurs horizons. Il y a des ouvriers, il y en a des gens... Vous parlez des Comores, Oui, je suis comorien. Ce sont des gens qui viennent d'horizons différents. Comment ces gens qui viennent d'horizons différents, il y a des ouvriers, il y a même des gens qui ne sont pas de l'école, parce qu'il y a des parents qui ont des enfants, et ces parents, ils n'ont pas fréquenté l'école. Comment ces gens-là, ils vont élaborer le projet d'établissement? Est-ce qu'on va prendre l'élite ou on va faire intervenir cette communauté que nous avons besoin pour le développement durable? Merci. Alors, on va encore prendre une question pour laisser aux panélistes le plaisir de répondre. Là-bas. Yanta Rakutundamav de l'ONG Défi, encore une fois. C'est juste un témoignage, en fait, de partenariat avec Planète Urgence. Enfin, on n'a pas directement travaillé avec Planète Urgence, mais avec Dr Sylvain pour le kit Madère. Dans le cadre de renforcement de capacité des enseignants, il y a un thème qui est un peu central maintenant, c'est l'érosion, la leçon sur l'environnement. Il y a la petite manipulation que les enfants font avec leurs enseignants, la bouteille en plastique coupée en deux, remplie de terre, ou une autre partie remplie de terre avec une couverture végétale. Donc, lorsqu'on verse de l'eau, on observe ensemble ce qui se passe. Donc, vous imaginez, dans la bouteille où il n'y a pas de couverture végétale, c'est l'eau la terre part avec l'eau, et dans l'autre partie où il y a la couverture végétale, l'eau est plus claire. Donc, en classe, on a donc travaillé là-dessus, sur cette expérimentation. Et on observe avec les enfants le résultat. On avait bénéficié de l'animation Kit Madère. Le docteur Sylvain est venu sur place. Et après, on a discuté du prolongement. On parle toujours de cette partie de la leçon où on fait un lien entre ce qu'on apprend à l'école et la vie à la maison. Donc les enfants, on amène les enfants à réfléchir, et souvent on observe la réponse, la lutte contre les feux de brousse, la surexploitation du bois, énergie ou bois. Merci pour ce témoignage. Ah, d'accord, merci. Parce que, oui, excusez-moi, nous allons prendre une dernière question, ou un témoignage, chers collègues. Oui, c'est juste une courte observation sur les jardins potagers. Jean-Pierre, vous avez rappelé qu'en Europe, au 19e siècle, ça se faisait. En tout cas, au Sénégal, au 20e siècle, ça s'est poursuivi. Parce que quand j'étais élève à l'école primaire, dans notre école, on avait un jardin avec un puits et tout ce qu'il fallait pour produire des légumes dans la zone. Maintenant, la question que je me pose, c'est qui supporte le coût du premier investissement pour faire un jardin? Parce que ça demande de la finance, de l'équipement, des semences. Un jardin potager, ça a un coût, et je me demande, pour pouvoir généraliser aux écoles, comment financer une telle opération. Alors nous avons donc eu trois questions. Une question sur les savoirs locaux, une question... J'ai oublié. Une question, oui, sur l'association des parents d'élèves au projet d'école,
et une question sur les financements. Vous n'êtes pas tous concernés par ces questions. Qui veut commencer par répondre? Vous voulez répondre peut-être sur les... Oui, Bon, merci beaucoup pour vos questions. Je pense que vous l'avez bien résumé. Une question sur le projet d'établissement, une autre question sur les coûts, une autre sur les savoirs locaux. Et puis moi, ma réponse va permettre, en tout cas à mon niveau, de clarifier les trois à la fois dans la même réponse. Projet d'établissement. Donc, ça me permet de revenir là-dessus. Le projet d'établissement, c'est le projet de l'établissement, comme son nom l'indique. Et donc, ce n'est pas le projet du directeur. Ce n'est pas non plus le projet du directeur et de quelques enseignants illuminés. Et donc, c'est très, très important que la communauté scolaire soit à la table. Et c'est d'ailleurs l'échec des projets est dû au fait qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la formation pour le faire, et donc le directeur le fait dans un coin de table. Dans de nombreux pays où j'ai étudié les projets d'établissement, c'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une condition, c'est une exigence que la communauté soit là. Mais pour pouvoir faire asseoir des gens, peut-être dont les intérêts sont divergents, mais à tout le moins, il y a un intérêt qui est commun, c'est la réussite scolaire. Et donc, le projet d'établissement doit avoir comme seul objectif final la réussite des élèves. Et la réussite, c'est la réussite comme citoyen de façon globale. Ce n'est pas les notes. Et de ce fait-là, on fait asseoir tout le monde et il y a une démarche. Et il faut former absolument les directions. Et en dehors de ça, nous, on a pu montrer que même si les directions sont formées, ça ne suffit pas. Il faut des accompagnateurs dans les écoles pour faire de vrais et de bons projets d'établissement. C'est comme ça, vous mettez tout le monde à la table et que vous pourrez aussi aller chercher des solutions dans les savoirs locaux. C'est de là que je disais qu'il faut des exigences au niveau national, mais dans chaque établissement, il faut individualiser le projet. Et en fin de compte, au Maroc, je donne cet exemple, c'est celui que j'ai le plus étudié, le projet d'établissement est financé par le ministère. Donc, il y a un budget qui est accordé à l'établissement pour financer son projet d'établissement. Et donc, c'est ce budget qu'on utilise pour le mettre en œuvre, même si on recommande à la direction de faire de la recherche complémentaire. Qui veut apporter des compléments? Monsieur Dabar. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais parler du jardin scolaire, surtout. Merci, Monsieur le Président du Conseil scientifique, pour cette question et cet éclaircissement. Donc, comme vous le savez, j'ai dit qu'au début, c'est l'UNICEF qui a commencé à donner le matériel de sécurisation du potager scolaire et les matériels pour jardiner, avec les semences aussi, pour les 20 premières écoles. Après, bien sûr, le Covid, j'ai dit qu'il y a 3 partenaires. Il y a 3 partenaires qui se sont regroupés. Il y a l'UNICEF qui était déjà là, le PAM et le FAO. Et le FAO qui nous a encore appuyé pour continuer sur ces 21 écoles. Mais maintenant, pour la pérennisation, c'est le ministère qui a pris en charge. Et le ministère, bien sûr, avant, il donnait le légume, un certain coût de légumes et de fruits aussi, pour que ces enfants, bien sûr, mangent dans la cantine scolaire. Ils ont ajouté une petite partie pour les semences. Ils sont passés maintenant à 54 écoles. Et ces dernières années, on voit que les autres écoles aussi demandent. Et c'est devenu, bien sûr, quelque chose de plus important. Et on demande, bien sûr, aux écoles de faire leurs premiers jardins scolaires avec les moyens de bord, avec bien sûr la communauté éducative, les parents, ainsi de suite. Et le ministère appuie les écoles qui, bien sûr, travaillent le plus, qui réussissent le plus. Et c'est de plus en plus, on voit que, bien sûr, les écoles commencent à faire leurs propres potagers scolaires avec leurs moyens et avec les parents et les communautés scolaires qui sont là. Souvent, ce sont les parents d'élèves qui les aident à faire
la manière dont il faut sécuriser. Ils prennent aussi des petites pépinières, bien sûr, de la localité ou des autres écoles aussi pour les planter. Et lorsqu'on voit que ça commence très bien, les ministères commencent à les appuyer avec les matériels. Mais les autres aussi qui ont déjà démarré, on leur demande bien sûr ce qu'ils ont économisé par rapport aux frais qu'on leur donne pour le légume et le fruit, ce qu'ils ont économisé et qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour encore inciter à faire quelque chose de plus beau. Donc, c'est cette communauté et c'est un apprentissage professionnel qui, bien sûr, s'entraide aussi. Sur la question, bien sûr, du projet d'établissement, comme bien sûr le panéliste aussi a si bien dit, c'est la communauté. C'est l'ensemble de la communauté qui se met à table, qui bien se fait quelque chose qui est cohérent, pertinent, durable, parce que si c'est un petit groupe et les autres ne sont pas d'accord, ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'ils vérifient toutes les conditions pour que ces projets soient réussis. Et on sera obligé d'impliquer tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, et les faire intéresser, bien sûr. C'est du volontariat d'abord, mais il faut les motiver pour que ça réussisse. Merci. Merci. Il reste encore une question qui n'a pas eu de réponse. C'est celle sur la prise en compte des savoirs locaux. Quelqu'un veut-il intervenir sur ce sujet? Juste rapidement, pour tout ce qui est financement, effectivement, il y a besoin d'un investissement de départ. Nous, on travaille avec des partenaires privés, mais aussi des partenaires publics. Par exemple, l'AFD peut, dans le cadre d'un projet, aussi faciliter l'octroi de mini-bourses ou de mini-budgets pour des organisations locales. Et c'est un petit peu le cas ce qu'on fait dans le cadre du projet Planète Éducation, c'est-à-dire qu'on va doter les écoles d'un mini-budget pour faire un petit projet scolaire au niveau de l'école. C'est un montant standardisé, mais une école à l'autre peut avoir un projet différent. Pour l'adaptation, on va dire, au local, nous, on intervient pour des populations qui vivent en périphérie des forêts, en périphérie des écosystèmes forestiers, notamment des écosystèmes naturels, puisqu'il y en a encore à Madagascar. Et là où on intervient, en fait, on va adapter notre kit pédagogique MADER à la forêt qui est dans les barrages. C'est-à-dire, sur les hautes terres, on va avoir des forêts de tapia. Le kit MADER, le kit pédagogique sera adapté aux forêts, aux écosystèmes de forêt de tapia. Et pareil, pour les mangroves, on va faire un nouveau kit, on va travailler sur un nouveau kit pour que ça impacte le plus possible avec l'environnement local et non pas un environnement forestier qui est complètement différent. Voilà. Merci. Madame Ngombo. Ok. En fait, par rapport à la forêt, comme Madame demandait tout à l'heure, il y a les pygmées qui ont été pendant longtemps, du moins, ils ont été comme les propriétaires de la forêt pendant de nombreuses décennies. Et l'exploitation se faisait normalement, donc ça ne créait pas d'impact parce que ce qu'ils récupéraient dans la forêt, ça se compensait. Mais avec l'exploitation maintenant qui est devenue plus anarchique et puis la coupure se fait, non seulement ils n'ont plus de milieu pour vivre et de deux, l'exploitation et de plus la destruction est très avancée. Donc, ils se retrouvent dans une injustice, soit qu'on a parlé d'inégalité, donc ils ne profitent pas de leur milieu, du milieu dans lequel ils ont pendant longtemps vécu. Donc, ils se retrouvent pratiquement, comme on peut dire, dans la rue, quoi. Merci. Vous donnez le micro à Elikant, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, c'est moi qui ai commencé le panel. J'ai le plaisir de terminer aussi cette fois-ci. Nous sommes chez vous, madame. Oui. Comme vous l'auriez remarqué, dans ma présentation, je parlais surtout des visions stratégiques et globales de l'intégration de la thématique EDD, vue donc au niveau, en termes au niveau gouvernement et du ministère en particulier à travers les cadres qu'on a. Mais je n'ai pas inséré dans ma présentation les actions qui sont menées concrètement dans la direction dont je suis en charge, qui aujourd'hui expérimente les nouveaux programmes dont j'ai cité tout à l'heure.
173 écoles primaires publiques et privées, collèges primaires publics et privés utilisent ces nouveaux programmes. Et, et les enseignants, les premiers résultats qu'on a, les premiers retours qu'on a obtenus de nos enseignants en termes d'intégration et d'utilisation, d'application de cette éducation aux valeurs, comme je l'ai dit ce matin lors de l'intervention de Patrick, c'est surtout leur difficulté à adopter, à joindre, à utiliser cette approche innovante, collaborative, approche par l'action, vu que la résistance au changement est encore très ressentie. On a beaucoup de réfractaires, mais on ne perd pas espoir, parce que si Patrick ce matin a dit qu'au Canada, ça a pris beaucoup de temps, je me rappelle bien, s'il a parlé de 18 années, nous sommes encore à notre 3e année d'expérimentation, donc on ne perd pas espoir face à cette résistance des enseignants à vouloir avancer dans cette réforme. Voilà, merci. Alors d'abord, merci à tous les 5. Et quelques mots pour conclure. Quelques mots... En entendant Mme Gaumont nous parler du Cameroun, je me souviens qu'à Yaoundé, il y a quelques mois, dans une conversation, un collègue camerounais me parlait des problèmes, des grandes difficultés de scolarisation des enfants qui travaillent comme mineurs dans les mines d'or, ou qui creusent des trous. C'est-à-dire que la question de la santé, de la scolarisation et de la gestion et de la bonne gestion des ressources de notre planète, c'est des choses qui vont de pair, à travers cet exemple que je prends. Et là, à travers les 50 interventions, on a entendu parler bien sûr de la biodiversité, j'ai entendu parler de la question de l'eau, nous avons entendu parler de la question de l'alimentation, de la pollution, aussi du nettoyage, du recyclage, de la conception de l'habitation, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau. C'est dire le chantier du côté de ce qui apparaît immédiatement comme les conditions du bien-être pour les humains et peut-être aussi pour les animaux. Et de l'autre côté, la question des ressources, de la gestion des ressources naturelles, de la bonne gestion des ressources naturelles, de leur gestion durable. On a parlé des reboisements, de la préservation de la forêt, de la pêche, des ressources de la pêche, des ressources, du braconnage. Et de l'exploitation du sol, et en particulier des minerais, des ressources énergétiques. On n'a pas prononcé le mot. On a abordé la question de l'énergie uniquement sur un mot, en le mettant en parallèle avec la question des combustibles pour chauffer, surtout les aliments. Voilà, nous sommes après le 2e thème. On a déjà commencé à évoquer les outils. On a entendu parler des jeux de rôle. Le mot a été prononcé plusieurs fois. On a entendu parler du kit Madère. On aura demain plus d'informations sur ces outils. Mais demain est un autre jour et c'est Jérôme qui va nous présenter, à qui je passe le relais et le micro. Merci Jean-Pierre. Je pense qu'on peut applaudir les 5 panélistes. Merci beaucoup pour vos interventions. J'espère que Dabar va bien. Oui. J'ai un peu peur. Donc merci beaucoup. Donc cette première journée se termine. Elle a été très riche entre les échanges que nous avons eus ce matin avec monsieur le ministre, le représentant aussi, le DGP du MEN et les différents panélistes. Les 2 thématiques que nous avons pu aborder et qui seront donc complétées demain par une 3e thématique, tu en parlais Jean-Pierre, les outils. Il y aura aussi un atelier sur la fresque du développement durable, donc je vous invite grandement à y participer. Et autre chose qui est attrayante, il y aura un cocktail aussi à 4h30 demain. Donc on vous donne rendez-vous et merci encore aux panélistes pour cette journée. Merci. Pardon, peut-être quelque chose qui n'avait pas été annoncé, qui n'avait pas été clair. Toutes les interventions que vous avez eues ce matin, cet après-midi, que vous aurez demain, vous les retrouvez sur des kakémonos ici dans cette salle, à l'entrée. Donc vous avez des informations complémentaires sur les interventions des panélistes. Merci.